Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Racisme, haine et colère. Sister Outsider. Poète, essayiste états-unienne. Œuvre en anglais partiellement traduite en français. Les femmes répondent au racisme. Ma réponse au racisme est la colère. J'ai vécu avec cette colère, en l'ignorant, en m'en nourrissant, en apprenant à m'en servir avant qu'elle ne détruise mes idéaux, et ce, la plus grande partie de ma vie. Autrefois, je faisais tout cela en silence, effrayé par le poids d'un tel fardeau. Ma peur de la colère ne m'a rien appris. Votre peur de cette colère ne vous apprendra rien, à vous non plus. La réponse des femmes au racisme signifie qu'elles répondent à la colère. Colère de l'exclusion, des privilèges immuables, des préjugés raciaux, du silence, des mauvais traitements, des stéréotypes, des réactions défensives, des injures, de la trahison et de la récupération. Ma colère est une réponse aux attitudes racistes, aux actes et aux présomptions engendrées par de telles attitudes. Si vos relations aux d'autres femmes reflètent ces attitudes, alors ma colère et les peurs qu'elle fait naître en vous sont des projecteurs qui peuvent être utilisés pour grandir, de la même manière que j'ai appris à exprimer ma colère pour ma propre croissance. Mais comme chirurgie réparatrice, pas pour culpabiliser. La culpabilité et les réactions défensives sont les briques d'un mur contre lequel nous butons toutes. Elles ne conviennent à aucun de nos URSS, pages 136 à 137, 1981. La façon dont l'Amérique me jauge a posé comme une barrière contre la réalisation de mes propres capacités. J'ai dû analyser et détruire cette barrière, morceau par morceau, douloureusement, pour pouvoir utiliser pleinement mes énergies et être créatrice. Il est plus facile de se confronter aux manifestations extérieures du racisme et du sexisme qu'aux répercussions intériorisées de ces distorsions sur notre conscience de nous-mêmes et des autres. Mais quelle est la raison de cette réticence à communiquer avec les autres, si ce n'est au niveau très superficiel? Quelle est l'origine de cette méfiance et de cette distance installée entre femmes noires? Je n'aime pas parler de haine. Je n'aime pas me souvenir du déni et de la haine, aussi pesant que le désir de ma mort vu dans les yeux de tant de blancs depuis que je peux voir. J'en trouvais l'écho dans les journaux et les films et les images pieuses et les bandes dessinées et les programmes radio, Amosen Andy. Je n'avais pas d'outils pour le disséquer ni de mots pour nommer ce regard. La ligne du métro A, direction Harlem. Je m'agrippe à la manche de ma mère, ses bras sont chargés de sacs, lourds des courses de Noël. L'odeur humide des vêtements d'hiver, la rame tangue. Ma mère aperçoit un siège à peu près libre. Elle y pousse son petit corps équipé pour la neige. D'un côté, un monsieur lit le journal. De l'autre, une femme avec une toque de fourrure qui me dévisage. Sa bouche fait la grimace pendant qu'elle m'observe, puis son regard se baisse, entraînant le mien. Sa main gantée vient pincer l'endroit où mes nouveaux pantalons de ski bleus touchent son beau manteau de fourrure. Elle tire le manteau vers elle d'un coup sec. Je regarde. Je ne vois pas ce quelque chose d'horrible qu'elle voit sur le siège, entre nous, probablement un cafard. À son expression, ça doit être vraiment dégoûtant, donc je tire moi aussi sur ma combinaison pour m'en écarter. Quand je lève les yeux, la dame est toujours en train de me dévisager, narines dilatées et yeux écarquillés. Et soudain, je réalise que rien n'est en train de ramper entre nos sièges. C'est moi qu'elle ne veut pas toucher avec son manteau. Sa fourrure me caresse le visage quand elle se lève, toute tremblante, pour aller s'accrocher à une poignée de cette rame qui file à toute allure. En bonne enfant de la Vielle, née et grandie à New York, je me glisse vite de côté pour faire de la place à ma mère. Pas un mot échangé. J'ai peur de dire quoi que ce soit, puisque je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. En cachette, j'examine mes pantalons des deux côtés. Peut-être qu'une saleté est restée accrochée? Quelque chose vient de se passer que je ne comprends pas, mais que je n'oublierai jamais. Ses yeux. Ses narines dilatées. La haine, page 165 à 166. À l'usage, la colère ne détruit pas. La haine si. Parfois, à dire vrai, il me semble que seule la colère me maintient en vie, elle brûle d'une flamme toujours haute et brillante. Pourtant la colère comme la culpabilité n'est qu'une facette inachevée de la sagesse humaine. Plus utile que la haine, mais quand même limitée. La colère est utile lorsqu'elle nous aide à clarifier nos différences, mais à la longue, la force nourrie par cette seule colère est aveugle et n'a pas de hure. Elle peut détruire le passé. Ce type de force ne regarde pas en avant, mais en arrière,
et ne regarde que ce qui la crée, la haine. Or, la haine, c'est un désir de mort de la personne haïe, pas un désir de vie pour autre chose. 171, 2. PREFACE, éclat de colère, éclat de monde. André Tauzel. Professeur émérite de philosophie université, CNRS, Nice. Quel chemin pourrait aujourd'hui nous conduire de la colère au courage, et du courage à une création politique capable d'inverser la course à l'abîme de la mondialisation impulsée par le supercapitalisme liquide et réfléchie par cette conception totale du monde qu'est le néolibéralisme? Telle est l'interrogation inquiète mais militante qui parcourt les 7 volumes de ce qui est un colloque aussi singulier qu'original, conçu et organisé par Marie-Claire Callos-Chop et son équipe, et qui s'est tenu à Lausanne du 23 au 25 avril 2010. Ce colloque en quelque sorte a permis de réaliser une encyclopédie portative des savoirs de résistance à cette course à l'abîme. Et cette encyclopédie s'est constituée en mêlant et hybridant les uns par les autres les témoignages réfléchis d'acteurs sociaux, de victimes des violences de notre monde et les élaborations de spécialistes, chercheurs ou universitaires de tous ordres et de plusieurs nationalités. Ce mixte volontairement impur et fécond a évité tout académisme et a manifesté le simple fait que tous, militants, artistes, chercheurs, étudiants, assistance, étaient unis par la quête passionnée d'une citoyenneté politique, sociale, civile, en mesure de répondre aux défis du siècle. Il ainsi rappelé et montré que l'interrogation politique réellement démocratique passe par l'appropriation des savoirs et des expériences des uns et des autres, sans avoir à se soumettre aux préjugés des prétendus compétents. Les compétences ne sont pas la propriété d'une caste autoproclamée, comme celle des économistes et des politiciens néolibéraux qui conduit le monde à l'abîme. Pourquoi la colère qui est une passion ou un affect apparemment négatif a-t-elle été prise pour point de départ? Pourquoi un tel début qui s'enracine dans une anthropologie des passions tristes? Une raison majeure est à l'origine de ce choix. Elle réfère à notre situation d'époque, celle qui devient de plus en plus intolérable pour des multitudes d'hommes et de femmes. Notre monde est une manufacture de la tristesse. Il produit et multiplie des situations où la puissance d'agir et de penser de ces multitudes est toujours davantage entravée, limitée au-delà de ce qui est historiquement justifiable, voire souvent détruite. Notre monde, si la catégorie de monde renvoie à l'espace commun produit par les hommes pour être habitable par eux, pour abriter leur existence, pour permettre leur manifestation finie, est devenu un non-monde, comme l'avait compris Hannah Arendt en reformulant un thème heideggerien, en interrogeant notre être en commun non pas du point de vue d'une existence authentique définie comme être pour la mort mais depuis la perspective de la naissance et du commencement. Ils sont nombreux et nombreuses, ces hommes et femmes qui ont des raisons de se mettre en colère. Une simple recension de sens commun est éclairante. Elle inclut une pluralité de colères, celle de tous ceux et celles qui sont exclus du monde, rejetés dans la pauvreté ou l'exil, celle de tous ceux et celles qui doivent vivre comme un privilège le fait d'être exploités par un capital voué à la reproduction aveugle de son impératif d'accumulation de profits, celle de tous ceux et celles qui sont privés de ce triste privilège et se voient condamnés au rang infâme d'humains devenus superflus, celle de tous les acteurs réduits à être des victimes de la guerre globale, des racismes et des états de guerres endémiques qui montent les unes contre les autres, des populations qui se divisent souvent en majorités prédatrices et minorités condamnées à des luttes identitaires sans issue véritable, celle de tous ceux et celles qui assistent sans pouvoir résister encore à la dédémocratisation rampante des régimes occidentaux et à la négation sournoise des droits civils, sociaux et civiques, celle de ceux et celles qui subissent dans l'impuissance la dévastation d'une terre qui transformée par elle hubris du non-monde sanctionne ces démesures en rendant de plus en plus problématiques et inégales les conditions de la reproduction de notre vie en ce non-monde. Aujourd'hui sont massives et diverses les raisons de la colère. Sonne, sans dimension théologique aucune, dans l'immanence du non-monde, l'heure la colère, l'heure d'un dies irae terrestre. Aujourd'hui est jour de colère, d'une colère qui saisit tous ceux et celles qui subissent, qui se sont engagés dans les résistances à cette catastrophe, et qui tous deviennent désenragés parce qu'ils sont saisis par l'impuissance à inverser le cours des choses alors qu'il y a urgence à supprimer les maux qui affectent notre être en commun sur cette terre. Ceux-là ne peuvent pas d'abord et nécessairement ne pas haïr ceux-là même, et ceux qui causent ce mal. L'effort pour causer du mal à celui que nous haïssons s'appelle colère, ira,
dit avec sa concision réaliste Spinoza, Éthique 3, définition des affects, définition 36. Il est normal, juste en ce sens d'ajustement à une condition historique, que la colère éclate un peu partout, qu'elle explose en des éclats de plus en plus vifs et qu'elle stimule à réagir, qu'elle en appelle à l'action, à la résistance, à la désobéissance civile, voire à l'insurrection pour ne pas dire révolution. Il serait toutefois sommaire et dangereux de s'en tenir à ces coups d'éclat. La colère ne peut s'en tenir à l'évidence de son sentiment, de son ressentiment. Elle doit se réfléchir comme passion triste dans un triste monde et transformer ce triste savoir éprouvé en savoir des causes qui la produisent et en savoir des raisons qui en font une juste colère, juste au sens cette fois de colère justifiée, argumentée et comme prouvée. Abandonnée à elle-même, la colère est en effet une forme développée de la haine que nous éprouvons. Imaginons à l'encontre de tout ce que nous jugeons faire obstacle à notre puissance d'agir, et elle s'inscrit dans le cycle des réciprocités négatives de cette haine en se faisant jalousie, ressentiment, vengeance inexpiable jusqu'à la mort de l'ennemi. On sait comment la pensée aristocratique qui peut aussi se faire réactionnaire a stigmatisé la colère comme ressentiment des faibles, désir des vaincus de la vie refusant les inégalités, rancune de tous ceux qui sont incapables de construire un ordre humain d'excellence. De Nietzsche à Sloterdijk, la critique de la colère des faibles est un lieu commun qui s'associe à la critique de toute croyance ontothéologique dans un Dieu unique et vengeur supposé gager la banque de la colère. Si cette critique ne peut être acceptée en ce qu'elle entend ôter aux vaincus de l'histoire le droit de s'insurger contre tout ce qui a anéanti leur puissance d'agir, leur dignité et leur existence, elle pose de biais le problème crucial qui est celui de la pensée politique, notamment de Spinoza. Parvenue à son paroxysme, la haine qui est un affect de la politique et de la vie sociale devient politiquement inconvertible et a pour horizon la transformation de la politique en guerre à mort, la destruction des ennemis qui finissent par être déqualifiés, déspécifiés en tant qu'humains et être rejetés dans l'espèce des bêtes sauvages, pas même de l'inhumain, mais du non-humain. Cette possibilité n'est pas sans exemple historique. Le nazisme et lui particulièrement, a actualisé cette haine totale, meurtrière et génocidaire. Il a pu le faire en s'appuyant sur la haine de masse qui imaginait que les juifs, les communistes, les démocrates et quelques autres étaient les causes réelles de leur misère et de leurs maux, et qu'en conséquence ils devaient être les objets de leur juste colère. Tout le problème est alors de distinguer la juste colère qui sait trouver et faire valoir des raisons à une expérience, qui est d'abord vécue dans la sphère de ce que l'on imagine, et la colère surtout imaginaire qui ne peut procéder à la critique génétique de son imaginaire, qui erre sur les causes qui la motivent et se trompe sur les responsabilités humaines. Ce critère immanent de la juste colère distincte de la colère plus ou moins aveugle ou mystifiée, ne peut être déterminé que par un travail minimal de connaissance de la situation historique, des relations sociales ou transindividuelles. Cette situation et ces relations assurent-elles ou non la puissance d'agir et de penser du plus grand nombre ? Seule cette connaissance passionnée, cette passion raisonnée permet d'entamer une conversion de la colère-passion triste en colère-passion joyeuse et à la limite en vertu active de courage, en courage éthico-politique et en invention politique. Il ne faut pas surévaluer la vertu de cette connaissance qui est conscience vécue de l'affect qui dans la vie historique est toujours partielle et équivoque. Une connaissance plus développée s'impose donc, mais elle demeure aussi toujours investie par l'imagination, laquelle peut se tromper dans la recherche des causes de notre impuissance, ne serait-ce qu'en recourant à des explications sommaires par le moyen d'entités abstraites. Cette connaissance peut s'interrompre et la colère peut s'aveugler dans son propre cours, se laisser aller à des explosions de haine destructrices qui ont leur raison que la raison comprend mais ne peut sanctifier absolument. Ainsi il était impossible ou très difficile de combattre le nazisme et toutes ses horreurs sans haine. Il était aussi nécessaire cependant de mettre un terme à cette haine en ne transformant pas tous les Allemands en monstres haïssables, à éliminer de l'espèce humaine. De même et sur un autre plan, l'explication de la destruction de la puissance d'agir du plus grand nombre par le capitalisme mondialisé n'a de valeur que générique et inaugurale. Elle demeure en suspens de spécifications de situations toujours surdéterminées par la violence contemporaine et ses multiples manifestations. De toute manière, la vie sociale et politique ne peut pas se dérouler dans le milieu d'une connaissance adéquate concernant les situations complexes de conflits reposant sur des relations transindividuelles en mouvement.
La connaissance que chaque groupe en conflit prend de ce qui est bon et mauvais pour lui en éprouvant l'affect de colère, n'est pas une connaissance adéquate. Elle relève de la conscience vécue réglée par l'imagination et ne peut en aucun cas supprimer l'affect de colère. Un affect ne peut être contrarié ni supprimé que par un affect contraire et plus fort que l'affect à contrarier. Éthique 4.7. Dans les conflits qui les opposent, les individus et les groupes sont confrontés à l'épreuve de produire un tant soit peu des idées claires et distinctes de leurs affects et de leur situation, à partir des représentations imaginaires de ce qui est bon ou mauvais pour eux, et donc de soumettre à la critique généalogique leurs prétentions de juste colère. Un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous nous en faisons une idée claire et distincte. Éthique V3. Individus et groupes en conflit ne peuvent prétendre produire cette connaissance qui ne peut être que partielle, toujours mêlée à des affects réglés par l'imaginaire. Si tel était le cas, la politique et la vie sociale seraient régies par la raison et ses préceptes. Or, la vie sociale historique demeure prise dans le milieu des passions et de leur imaginaire. Il se trouve seulement que certains individus et certains groupes subissent massivement le poids des dominations et des oppressions, et qu'ils sont contraints à résister et à donner des raisons à cette résistance. Ils ont en ce sens raison de se révolter, même si ces raisons ne sauraient coïncider avec l'idée d'une vie intégrale de raison. Il suffit de montrer que pratiquement la domination et l'oppression sont liées à des situations modifiables et apparaissent à la fois comme injustifiables et superflues. Revenons donc à la juste colère des multitudes diverses qui produisent des raisons de cette colère, et qui sont capables de critiquer la prétention des dominants à dominer et à se mettre en colère contre tous ceux qui leur résistent. La juste colère doit donc se faire docta ira, colère raisonnée et informée de ses raisons d'être. C'est elle qui donne le dynamisme de la résistance, qui passionne le désir de manière enfin active et lui communique la force d'un affect accompagné de raison. Si la politique ne peut être une politique de la raison, elle peut être comprise par une raison qui la reconnaît en sa structure passionnelle, et qui en même temps peut agir en politique comme instance rationnelle. Politique et histoire sont soumises à des régimes impurs où coexistent et s'entre-déterminent, complexes passionnels polarisés autour de la joie et de la tristesse et moments de raison pratique. Les discours de la politique surdéterminent toute prétention à la scientificité d'une dimension de rhétorique. La juste colère invente ainsi son mixte de connaissances de la situation faite aux opprimés, d'affects colériques de résistance, de contrôle, autocritique de ses affects et de référence à la raison comme vie de vertu éthique et politique. En ce sens, la raison est élément et acteur de la politique. Les esprits peuvent toujours devenir actifs et contrôler leur soumission à l'imaginaire. La moindre connaissance des affects prise par l'esprit considéré en tant qu'il agit conçoit ces affects en tant qu'il se rapporte à la joie et au désir. Cette connaissance produit la joie. Éthique 3.59. Cette joie permet à la juste colère de se réfléchir et de se travailler. Elle raisonne et se raisonne, elle raisonne sans pour autant se poser comme savoir total de la situation historique. Elle tire joie et force de ce savoir qui s'investit dans les complexes passionnels imaginatifs et qui donc demeure fragile, rectifiable et impur. Cette joie permet de modérer la haine qui soutient la colère, et autant que possible de l'inverser sans aucune garantie de réussite définitive. Elle permet en quelque sorte de mettre la haine en balance en tenant compte de ses effets destructeurs et autodestructeurs. Elle induit une fluctuation de l'âme qui fait cesser un moment le cycle haineux des réciprocités négatives, et rend possible une inversion du cycle en cycle de réciprocité positive, base immanente d'une activité de la raison devenue force pratique. Ce travail de la docta ira sur elle-même a pour horizon immanent sa transformation toujours aléatoire mais réelle en vertu aussi bien individuelle que civile et civique, vertu que Spinoza nomme la force d'âme, fortitudo, cette source de toutes les actions qui suivent des affects se rapportant à l'esprit en tant qu'il comprend. Cette force d'âme se divise en fermeté ou courage, animosita, et générosité, generosita. Tel est le parcours transformateur de la colère au courage, et de ce dernier à l'action politique qui peut permettre de faire monde dans le non-monde. La libre formulation spinozienne que nous en donnons peut avoir son actualité en ce jour de colère, et peut contribuer à libérer ce dies irae de tout apocalypse, de la vengeance purificatrice. Laissons une ultime fois la parole à Spinoza. Par fermeté ou courage,
j'entends le désir par lequel chacun s'efforce de conserver son être sous la seule dictée de la raison. Et par générosité, j'entends le désir par lequel chacun sous la seule dictée de la raison s'efforce d'aider tous les autres hommes et de se lier d'amitié. Éthique 359 Scoli. Il serait utopique cependant de se donner la garantie a priori de ce parcours qui tente à séparer les conflits de la guerre et à empêcher la montée de la haine à son extrême de mort. S'il est souhaitable de ne pas laisser s'abîmer ce qui reste d'héritage de socialité, de civilité, de citoyenneté dans le non-monde, il demeure que nul ne peut fixer une fois pour toutes et par avance la frontière poreuse qui sépare le conflit convertible en lutte politique créatrice de monde et la guerre sous ses multiples formes, la reconnaissance de l'adversaire avec qui on peut composer et qui le veut et l'ennemi qui cherche à détruire et qui doit être à son tour détruit. Réfléchir l'urgence d'agir en respectant cette distinction ne garantit en rien contre l'émergence de situations extrêmes où la ligne sera franchie. Dans ces cas, la raison ne peut rien contre le déchaînement de colères antagoniques si elle ne dispose pas du recours d'une imagination politique, capable de résister à ce déchaînement et d'inventer des formes d'action, des institutions, des pratiques, des rhétoriques et des esthétiques rendant désirable la production d'un monde dans l'abîme du non-monde, une cosmopoiesis qui fasse monde, qui à partir de tout ce monde que constituent les multitudes redressées par la juste colère fasse un monde. La question politique est bien celle du monde, et ce monde ne peut être le mondain de l'homogène sous peine d'éclater dans la poussière de demandes de différences guerrières. Ce monde à faire avec les multitudes demeure pluriel. Comment transformer alors les éclats multiples des colères diverses sans les noyer dans l'identique, qui appelle de manière réactionnelle son éclatement en identités adverses, sans les laisser aller non plus à la dérive les unes des autres, à la disjonction sans jonction. Il importe donc que ces éclats de colère tombent sous quelques notions communes, leur permettant tout à la fois de se donner un libre cours et de se réfléchir les uns dans les autres pour converger et faire monde. Seule la demande d'égalité radicale de chacun peut faire fonction d'une notion commune selon une égalité d'analogie. Il s'agit donc de produire des chaînes d'équivalence entre ces colères réfléchies en respectant ainsi leur singularité et en rendant possible une concentration qui leur permet de faire du monde. Mouvement des travailleurs avec ou sans travail, révolte des minorités racisées, résistance des populations superflues à l'apartheid, mouvement antimilitariste et internationaliste, lutte des femmes, combat des écologistes, intervention pour relancer la démocratie processus, se croisent, se contaminent, se séparent aussi, voire s'opposent et se surdéterminent, mais ils sont tous confrontés à la tâche de réfléchir ensemble une composition possible de leur pluralité pour refaire monde commun. C'est là que l'imagination des passions joyeuses pourra trouver son champ d'action à une époque marquée par l'anémie de l'invention politique. Comment organiser une pluralité disjonctive d'éclats de colère de manière à que ces éclats de l'intérieur de leur affirmation produisent le minimum de jonction qui en fera des éclats de monde, non d'un monde éclaté, mais d'un monde commun où chaque éclat fera briller et reconnaître sa singularité, sans subir la domination superflue exercée par les autres, sans exercer lui-même de coercition inutile autre que celle immanente à la finitude de chacun? Comment les relations d'opposition et de composition pourront-elles se faire rapport d'apposition au sein de chaînes d'équivalence et de coopération? Comment les éclats de colère se réfléchiront-ils en éclats de monde? Du monde émerge d'un non-monde. On le voit, ces questions peuvent se décliner tout à la fois sur les registres logiques, ontologiques, politiques et esthétiques. Elles présupposent tout un événement irréductible. Que partout où cela est juste à tous les sens du mot, la colère éclate enfin et se réfléchit sans courage et générosité. La colère mise à l'épreuve de la pensée, construire un outil de travail de théorie politique, introduction générale. Marie-Claire Callot-Chop. Direction du colloque Lausanne, Suisse 2010. Enseignante, chercheuse en théorie politique et en philosophie. Regardez encore. Ceci est la mer. Le mouvement gigantesque et continu, une sorte d'en avant furieux et effréné des masses, des souffles, des bruits, un tas de montagnes en fuite ayant l'écume pour neige, une inépuisable colère des nuées contre les vagues et des vagues contre les rochers, une poussée horrible de l'ombre contre l'ombre, un cloaque de bave, un râle sans fin. Autant, fön, borée, aquilon, bourrasque, grain, rafale, tourmente, raz-de-marée, coup d'équinoxe, barre, mascaret, ressac, flux et reflux, agitation à jamais, le bouleversement infini. Un dragon est noué autour du globe et souffle et hurle,
Le tumulte s'est fait monstre, voilà la mer. Victor Hugo, Philosophie. Les actes du colloque international de Lausanne, avril 2010, sont les traces écrites d'une expérience de réflexion collective et de transmission. Le volcan peint en 1972, juste avant le coup d'État dans son pays par le peintre chilien José Venturelli, illumine la couverture des volumes. Il a été à la fois le spectre d'un 21 septembre 1973 et une réalité avec l'irruption d'un volcan islandais Eyjafjöll, quelques jours avant le colloque. Dans une époque où la peur, la haine coulent dans nos veines et dans celles de la politique, déplacer la passion de la haine sur la colère, en mettant à contribution la pensée, le travail scientifique, le débat pour renouveler nos regards déformés par des préjugés pseudo-scientifiques racisme, la propagande, n'est pas anodin à un moment où la toile d'araignée du populisme enserre les esprits et les corps. Après la chute du mur de Berlin, le mythe de la fin de l'histoire et de la démocratie, 30 ans de emancipation, la marche en arrière sur un champ de ruines, Walter Benjamin, n'est pas réalisable. Nous ne marchons pas à reculons en acceptant la destruction. Nous ne sommes pas forcément des esclaves aveugles qui, perdus au fond de la mine, ont oublié l'éclat de la lumière, le goût de la liberté, de l'imagination, de la révolte, de la création. Dans une époque où la théorie politique, la philosophie sont appelées à se renouveler pour contribuer à part entière à la construction de nouveaux savoirs, de nouvelles positions, des déplacements épistémologiques, le colloque a visé une qualité académique par l'ouverture à la cité, à un large public. La science, la réflexion critique sur le présent et le devenir sont l'affaire de tout le monde. Cela implique des choix dans le travail de formation, de recherche. La théorie politique est produite par de multiples acteurs. Dans les plantations, les usines, les prisons, les cuisines, les bureaux, les commissariats, les centres de rétention, les salles de classe, les queues du chômage, les hôpitaux, les salles de rédaction, la rue, etc. Partout. Où se découvre la puissance des mots, de la pensée, du langage, le fil des métaphores, des concepts. Ainsi se perd, se découvre, se construit la théorie politique et la philosophie. Par le bas, les sens de tous ordres. Elle n'est rien sans l'expérience et sans l'histoire. À partir de là, l'objectif du colloque, entre résistance et création politique, a été de participer à l'élaboration d'une théorie politique, d'une philosophie nouvelle qui ne soit pas la chasse gardée de spécialistes. La pensée appartient à toutes, à tous dans une université libre où le savoir est public. Travail pluriel, ouvert, citoyen. Le défi est de se réapproprier l'activité de pensée, pour penser ce que nous faisons. Hannah Arendt. Imaginer la création politique, Cornelius Castoriadis, la traduire dans des actions en contribuant à de nouveaux savoirs, Rada Ivekovic. Nous invitons les lectrices et les lecteurs à découvrir et à expérimenter un très riche outil de travail, 140 textes, à dialoguer avec 150 auteurs dans les 7 volumes présentés. Pour continuer à inventer. Ici. Ailleurs. Autrement. Il nous a fallu trouver une forme de diffusion des traces, des résultats qui permettent de partager plus largement, continuer avec d'autres, dans d'autres lieux, le débat, la formation, la recherche. Une militante nous a ouvert une piste pour la mise en forme des 140 contributions, plus de 5 millions de signes. Quand je voyage en train, j'ai besoin de livres faciles à transporter et à lire partout. Par ailleurs, la toile d'Internet s'étend, mais tout le monde n'y a pas encore accès. Cependant, une partie du matériel, archives des interventions en plénière et interviews après et sur l'expérience du colloque, est en ligne grâce à un projet indépendant multimédia qui a participé aux travaux du colloque en filmant et en menant à bien des entretiens, dont le responsable est Thomas Rodermatt, à Lausanne. Le prix des 7 volumes a été étudié pour être accessible, grâce à un travail de milice, des subventions publiques et des appuis précieux. Il vise à permettre une large diffusion pour un prix très réduit. Précisons encore que les textes ne sont pas le fait de spécialistes, de bureaucrates ou d'intellectuels spécifiques. Il n'y a pas d'un côté ceux qui témoignent, et de l'autre ceux qui interprètent les témoignages, les utilisent comme un matériau pour construire des théories légitimant des carrières académiques. C'est pour cette raison qu'une partie du travail a été faite dans le groupe de philosophie de parole. Un fil rouge commun tient tous les textes. Il a été demandé à tous les auteurs de réfléchir à partir de leurs pratiques, statuts,
Expériences très diverses en prenant tous une position commune. Tout en travaillant, en parlant, en écrivant. Accepter d'engager un travail de décentration et de réflexivité critique. Position difficile à plusieurs égards. Prise en compte très diversement comme on peut le lire. Cette demande simple au premier abord a révélé les interrogations les plus ardues et les plus complexes du colloque sur le statut de la pensée aujourd'hui, sur les rapports entre théorie et pratique, entre politique et philosophie. La publication est une contribution à une théorie politique en action. Elle vise à la fois à présenter une cohérence d'ensemble et une cohérence de chacun des 7 volumes. La colonne vertébrale des 7 volumes est formée par les mots colère, courage, création politique. Le contexte, le cadre, le fil rouge du projet dans l'histoire et l'actualité sont posés, vol 1. Les auteurs de référence choisis sont en priorité, mais pas exclusivement, 6 auteurs des XXe et XXIe siècles, Hannah Arendt, Nicolas Bush, Cornelius Castoriadis, Colette Guillaumin, Rada Ivekovic, Abdelmalek Sayad, vol 2. Une première question philosophique a fait l'objet d'un travail d'exploration critique interdisciplinaire de l'ancrage de la colère. La colère est-elle une passion politique ? Vol 3. Une deuxième question philosophique a repris l'exigence d'une réappropriation de la philosophie, penser pour résister, vol 4. Puis les terrains du travail, du chômage, de la migration, du service public, ont fait l'objet d'un travail d'examen critique et de réflexion à la lumière de la colère, vol 5 et 6. Finalement, une synthèse sous le titre Colère, insoumission, perspective, permet depuis la résistance, la révolution, la création politique, une mise en perspective de l'ensemble du travail et de lutte où il faut durer dans l'incertitude pour résister au démantèlement des droits, tout en ouvrant de nouvelles interrogations pour la recherche, vol 7. L'extrême richesse et la grande diversité des angles de vue, des apports, des faits, des matériaux invitent à visiter à la fois les 7 volumes et chacun d'entre eux. Chaque volume commence par des extraits qui ouvrent l'imagination, puis succèdent des récits d'expériences et des apports interdisciplinaires plus spécifiques et diversifiés. Les 150 auteurs proviennent de plus de 30 pays, de 5 continents et ont des statuts, responsabilités, fonctions, positions, engagements professionnels, citoyens très divers. Présentons succinctement le contenu et les auteurs de chaque volume. Dans le volume 1 intitulé Colère, courage, création politique, nous partons d'interrogations générales qui ont ouvert le colloque. Une université libre au XXIe siècle ? Pour qui ? Pourquoi le colloque a un sens pour le mouvement de résistance ? Pour ensuite envisager le cadre général des transformations des rapports de pouvoir et de la guerre, violence extrême, déterritorialisation de la guerre, écarts abyssaux des inégalités, racisme, etc. Réfléchir à la guerre au carré, pour mettre un terme à la guerre infinie du monde fini ? Quelle menace pour l'intimité ? Où en est la notion de guerre juste ? Ces questions ont été abordées depuis des pratiques de résistance, de responsabilité professionnelle, politique. Elles ont été abordées depuis l'esclavage, l'impérialisme, la situation des femmes de générations dépossédées par la violence, grand-père paysan, petit-fils déplacé en Colombie, l'expérience de l'exil, la situation de violence en Chine, en Iran, en Colombie, au Chili, en Suisse, depuis le pas de côté des hommes modernes devant l'abîme de l'anéantissement au XXe siècle. Le volume présente aussi le texte d'une pièce de théâtre, Gauche, José Lillo, inaugurée lors du colloque de Lausanne. Contribution de Marie-Claire CALOZTSCHOPP, direction du colloque international, Université de Lausanne, Institut d'études politiques internationales, IEPI, 2010, Mimi, requérante d'asile, Suisse. Adéla Martin, assistante sociale et Naïra Martin, étudiante en droit, Genève. José Lillo, metteur en scène, Genève. Jeanne Demont, Julia Beatinova, Felipe Castro, Pascal Grava, acteur, Genève. Anne-Catherine Lyon, conseillère des apostrophes. L'État, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, canton de Vaud, Suisse. Graziella de Coulon, coprésidente SOLIDARITE 100 FRONTIERES, Berne, membre collectif Droit de rester, Lausanne. Socorro Ramirez, Universidad Nacional, IEPRI Bogota, Colombie. KCHONGGUO, paysan, ouvrier, philosophe, éditeur, exilé après Tiananmen 1989. Elisabeth Joris, enseignante et chercheuse en histoire, Université de Zurich, Suisse. Manuel Hernandez Benavides, écrivain, professeur Université de Los Andes et U Central, Bogota, Colombie.
Jamshid Pouranpir, réfugié iranien. Dr Marcelo Vignar, médecin, psychanalyste, Montevideo, Uruguay. André Tozel, professeur émérite de philosophie, CNRS, Nice, France. François Rigaud, professeur émérite Université catholique de Louvain, membre de l'Académie royale, Belgique. Laurent Leyvergne, professeur de philosophie, Angoulême, France. Léa Moesch, Master IEPI, Université de Lausanne. Dr Edmundo Gomez Mango, psychanalyste, psychiatre, Paris, France. Dans le volume 2, intitulé 6 auteurs de théorie politique pour le XXIe siècle, H. Arendt, N. Bush, C. Castoriadis, C. Guillaumin, RIVEKOVIC Assayad, ont été présentés des textes et de courts extraits de textes de ces auteurs avec des références utiles. Certains de ces auteurs sont très connus, d'autres ne font pas partie de la circulation des textes, ni des débats en théorie politique. Et cela d'autant moins quand ce sont des militants et des femmes en provenance des marges, des luttes de nos sociétés. Les 6 auteurs ont été présentés par des personnes qui les ont connus, côtoyés. Elles ont exploré les questions suivantes. Comment ces auteurs ont-ils élaboré une position d'autonomie dans leur travail? Quelles difficultés ont-ils rencontrées? En quoi leurs œuvres sont importantes pour nous faire découvrir de nouveaux objets, de nouvelles démarches dans l'élaboration d'une théorie politique, d'une philosophie, de savoirs nouveaux pour nourrir notre curiosité, construire, tenir une posture de résistance dans le travail intellectuel, la formation, la recherche de toutes et de tous? Contribution de Colette Guillaumin, sociologue, racisme et sexisme, critique de la logique de la différence, Paris, France. Daniel Juteau, professeur émérite, département de sociologie, Université de Montréal, Canada. Monique Wittig, écrivain, France-États-Unis. Nicole-Claude Mathieu, ANC. Maître de conférence à l'EHESS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale Paris, France. Abdelmalek Sayad, sociologue, Algérie-France. Sabat Chaïb, sociologue, France. Mohamed Karim Abboub, psychanalyste, France. Marie-Claire CaloztschOPP, enseignante, chercheuse en théorie politique et en philosophie, Suisse. Nicolas Busch, ancien responsable de Fortress Europe. Fallin, Suède. Brigitta Busch, professeur Institut de linguistique, Université de Vienne, Autriche et Thomas Busch, éditeur-publiciste, Vienne, Autriche. Rada Ivekovic, philosophe, membre du Collège international de philosophie Paris, France. Jean peut-être MPELE. Docteur, sciences politiques Lausanne et Paris 8, enseignant et chercheur en histoire des relations Nord-Sud, Université de Lausanne, Suisse. François Rigaud, prof, émérite, droit international, Université catholique de Louvain, Belgique. Nico Cieliopoulos, DePaul. EHESS et Doc. Sociologie, Université de Paris 10 Nanterre, France. Fabien Delmotte, doctorant au Sophiapol, Université Paris-Nanterre La Défense, Paris. Antoine Cholet, Centre d'histoire des idées politiques et des institutions, CHIPI, Université de Lausanne, Suisse. Nicolas Poirier, professeur de philosophie lycée Montesquieu, Herblay. Docteur sciences politiques Université Paris 7, chercheur associé laboratoire Sophiapol, Université Paris-Nanterre La Défense, Paris, France. Dans le volume 3 intitulé La colère, une passion politique, les apports ont été élaborés à partir de questions de la politique et de la recherche en philosophie contemporaine. Qu'est-ce que la colère quand on la confronte à la justice, au socle de l'égalité, à la dynamique de la soumission et de l'insoumission et à la résistance? Colère de qui? Comment et pourquoi sommes-nous en colère? Comment lire la colère prise entre explosion qui fait peur et impuissance, manque de souffle, desaliento qui angoisse? Pourquoi la colère est-elle un tabou, comme la guerre pour la pensée? Quel statut la philosophie, la psychanalyse, l'histoire, les sciences sociales donnent-elles à la colère? Quel lien entre la colère et la haine ciblée par les luttes antiracistes? Entre la colère et la violence? Entre la colère et la guerre? Entre la colère et le courage? Quand sont subies la domination, l'exploitation, la violence, la guerre? La colère est-elle une passion politique légitime, ou une simple explosion volcanique à éteindre? Après Aristote, Spinoza, la colère ferait-elle partie d'une nouvelle typologie, grammaire des passions politiques? À quelles conditions? La colère peut-elle être une passion politique d'émancipation? Les textes écrits depuis des expériences concrètes de colère de professionnels, depuis une réflexion philosophique, poétique apportent des matériaux précieux d'analyse. Contribution de Marie-Claire CaloztschOPP,
dire. Colloque Université de Lausanne IEPI, 2010, enseignante, chercheuse en théorie politique et en philosophie, Suisse. Libéraux ZUPPIROLI professeur, École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL, Suisse. Rina Nissim, naturopathe, auteure-éditrice, Genève, Suisse. Farina Fassa, professeur titulaire, Université de Lausanne, Suisse. Manuel Mauer, philosophe, Université de Buenos Aires et Paris 12. Et Maria Lucila Pelento, psychanalyste, Association des psychanalystes d'Argentine APA. Christiane Voller, membre du comité de rédaction des revues Pratique et Chimère, professeur de philosophie, France. Muriel Gilbert, Dr Psych, maître d'enseignement et de recherche, Institut de psychologie, Université de Lausanne, Suisse. Andrea Oliveira, anthropologue, assistante Université de Lausanne, Suisse. Et Fabian Dos Santos, communicateur social, chercheur indépendant, Uruguay. Marianne Ebel, enseignante, Neuchâtel, Suisse. Et Pierre Fiala, enseignant-chercheur, Paris, France. Édouard Delruel, professeur de philosophie, Université de Liège, dire adjoint du Centre pour l'égalité des chances, Bruxelles, Belgique. Jean-Marc Frid LENDER, sociologue, chargé de recherche temporaire Centre OCEM Lyon, France. Valérie Gérard, École normale supérieure, Paris, chercheur, Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, Reims, France. Lucas Gonzalo Martin, chercheur, professeur de théorie politique, Université Buenos Aires CONICET Argentina. Charles Romain MBELE, Université de Yaoundé, Cameroun. Fernando Carvajal Sanchez, chargé d'enseignement faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, FPSE, Université Genève, Suisse. Christopher Pollmann, professeur des universités, Université Paul Verlaine, Metz, France. Dans le volume 4 Pensée pour résister, il est question du travail de sape idéologique, de déémancipation imposée, d'attaque de la pensée, de tentative d'étouffement de la conscience sociale et de la place de la pensée dans la résistance. De lutte et de position autour des mots, de la pensée, de l'imaginaire. Il est question des intellectuels, de l'objectivité, de la propagande et du contrôle de l'esprit public, des sciences humaines et sociales prises entre soumission, détournement et affranchissement. Entre savoir oppresseur et savoir libérateur. Il est question des luttes de l'imaginaire et aussi de l'enfermement de l'activité de pensée dans les catégories, les contraintes institutionnelles, les refus de l'histoire, y compris quand il concerne les femmes et leur place dans la construction du savoir. Il est question de l'étrange parcours dans la Révolution, la résistance, entre expérience et conceptualisation. Comment se pensent les révolutions ? Comment les penser ? Comment décrire la recherche comme le pari d'une perpétuelle dynamique d'affranchissement ? Comment se réapproprier la puissance de la pensée d'émancipation, pour résister ? Contribution de Jacques Bouvresse, professeur au Collège de France, Paris, France. Anna Miel, professeure et chercheuse de philosophie, Marseille, France. Frédéric Néra, chercheur en philosophie, France. Abdon Ngoma, doctorant en philosophie, Université catholique de Louvain, Belgique. Sonia Floret, docteur en lettres, professeure formatrice EP Lausanne, Suisse. Fatima SISSANI, journaliste, France. Urs Marty, professeur titulaire philosophie, Université de Zurich, Suisse. Linda Gebler, sociologue, Suisse. Marion O. CALLAGAN, sociologue, ANC. Directrice du département des droits de l'homme à l'UNESCO, Trinidad et Tobago. Luc Legout, maître de conférence, Institut de démographie Université Paris 1, chercheur associé Migrinter, UMR 6588 CNRS, Paris, France. Erkia LMOSSADEQ, professeur Université Mohamed V, Rabat, Fac. Des sciences juridiques économiques et sociales, Maroc. Charles HEIMBERG, historien, didacticien de l'histoire, chargé d'enseignement Université de Genève, Suisse. Varnita BAGCHI, assistant professeur in Literarie Studies, Utrecht University, Hollande. Simona Tersini, maître de conférence sociologie, Université de Rennes 2, France, et Brigitte Fichet, maître de conférence sociologie, Université de Strasbourg, Centre de recherche et d'études en sciences sociales, France. Gérard Danou, docteur en médecine, docteur S-Lettres, HDR, chercheur associé, Université Paris Diderot, Paris 7 et Cergy-Pontoise, France. Philippe GOTTRAUX, enseignant et chercheur en sciences politiques, Centre de recherche sur l'action politique, CRAPULIEPI, Université de Lausanne, Suisse. Basile Perret, chercheur en sciences politiques, Université de Lausanne, Suisse. Jean Roblin, professeur émérite philosophie, France. Dans le volume 5 Résister dans le travail et dans la migration,
la colère est envisagée sur le terrain du travail et de la migration. Ces deux domaines de la vie sociale sont étroitement liés, contrairement à l'habitude de focaliser le débat sur la migration, les étrangers. Dans la mondialisation, les enjeux et les responsabilités en matière d'emploi et de chômage et aussi l'utilitarisme migratoire et l'externalisation des frontières sont décrits. Les auteurs réfléchissent depuis les transformations du marché international du travail et les transformations du pouvoir et de la guerre après le XXe siècle. Qu'y a-t-il de commun entre les politiques du travail, du chômage, de la migration, du droit d'asile aujourd'hui ? Les 32 contributions décrivent des mécanismes d'exploitation, de surexploitation, de répression, de violence à l'œuvre dans l'ensemble de ces politiques, leurs causes, leurs conséquences. Les auteurs décrivent des formes que prennent les luttes aujourd'hui. La perspective de l'autonomie donne sens aux luttes des chômeurs, des petits paysans, des femmes migrantes, majoritaires dans la migration aujourd'hui, des requérants d'asile, des sans-papiers. Contribution de Françoise Burgy, secrétaire, Nyon, Suisse. Maïga Valentina HEMMELERMAIGA, permanente syndicale, syndicat paysan unitaire suisse, Morgane KUEHNI, Alain Simon, Laetitia PIZZOLATO, Christine Donofrio, Pauline Grosset, Philippe Badan, Victor VOUTAT, Association de défense des chômeuses et chômeurs, ADC Lausanne, Suisse, Patrick Taran, spécialiste principal des migrations, Bureau international du travail, BIT, Genève, Suisse, Jean-Michel Doliveau, avocat, député, Lausanne, Suisse, Ranabir SAMADDAR, Calcutta Research Group, Inde, Marlise Pouchol, HDR en économie, Université Reims, Laboratoire Dunkerque, France, Elma HADZIKADUNIC, DeepL. Sciences politiques, Université de Lausanne, Suisse, Nicolas Bell, Forum civique européen, Suisse, Alessandra SCIURBA, rédactrice site Melting Pot, membre Migre Europe, auteur de Campi di Forza, Italie, Sandro MEZZADRA, prof. Université de Bologne, Italie, Alain Maurice, anthropologue, Université Paris Diderot, membre Migre Europe, France, Karine POVLAKIC, juriste, Lausanne, Suisse, Françoise Kopf, LIC, sciences sociales, coordinatrice de l'association SOS Racisme, Soleure, Suisse, Dr Bertrand Piret, psychiatre, psychanalyste, Strasbourg, Sabine Masson, Pierrot Foucault, Oblin Ouandji, Lucas Pida, Ariel MENDIMI, Mounardia Obaro, Ibrahim Sis, Bakary Sissoko, militant ELS du collectif Droit de Rester, Lausanne et coordination à SILEMIGRATION, Vaud, Suisse. Abderrahim Bourkia, doctorant Centre marocain des sciences sociales, Université Hassan II, Casablanca, Maroc. Serena Galina et Michela REGHELLIN, étudiante, Master Immigration, Université Ca' Foscari, Venise, Italie. Alejandra BRAVOSIEBEL, psychologue, psychothérapeute FSP, Suisse. Anne Kao, illustratrice, Dr Patrick Spies, médecin au centre de rétention de Geispolsheim, France. Dans le volume 6 Résister dans le travail de service public, le démantèlement du service public, santé, sociale, éducation, formation, recherche, information, etc., est analysé depuis la colère. Comment les professionnels du service public, travailleurs sociaux, journalistes, enseignants, chercheurs, responsables de services, personnel de santé et même personnel d'ONG, expérimentent-ils la colère dans leur travail ? Comment vivent-ils leur colère dans le travail au quotidien ? Colère rentrée ou colères explosives, silence, renoncement ou courage de dire non et attraper un petit bout de la queue du dragon. Pourquoi sont-ils désemparés, découragés, vaillants, insoumis ? Comment pratiquent-ils l'art de résister ? Les récits, les descriptions des 24 professionnels apportent des éclairages puissants et divers sur leurs responsabilités, leurs doutes, leurs convictions, leur réappropriation de l'autonomie de pensée, leurs pratiques de ruse, souvent paradoxales pour trouver un sens à leur travail et sauvegarder le service public. Contribution de Barbara Cassin, directrice de recherche, CNRS France. Diane Gilliard, journaliste, Lausanne, Suisse. Thierry Prodon, Léa Ross et Sébastien Ross, enseignants littérature et philosophie, Genève, Suisse. German Osorio, réfugié colombien, secrétaire du Parti ouvrier populaire, POP, et Christine Wyss, travailleuse sociale, Neuchâtel, Suisse. Charles CHLVERAT, professeur HESSO, responsable formation continue sociale santé HESSO, Lausanne, Suisse. Thierry Gutknecht, travailleur social, étudiant philosophie histoire contemporaine, Fribourg, Suisse. Laure Françoise VONNEZ, éducatrice sociale, service psychiatrie psychothérapie enfants-adolescents, Fondation du Vaud, Suisse.
Cécile Hrensperger, responsable accueil des migrants Vaud, Suisse. Brigitte Fichet, maître d'enseignement et de recherche, Université de Strasbourg. Mohamed Karim ABBOUB, psychanalyste, Paris. Jean-Claude Metraux, pédopsychiatre, chargé de cours, Université de Lausanne, Suisse. Dr Luc Michel, psychiatre psychothérapeute FMH, enseignant faculté de biologie-médecine, Université de Lausanne, UNIL, médecin adjoint département psychiatrie CHUV, hôpital public, Lausanne, Suisse. Dr Antoinette Corboz-Warnery, médecin psychiatre psychothérapeute FMH, Lausanne, Suisse. Maris Jeckerparveix, professeur formateur HESSO, Fribourg, Suisse. Sonia de Vargas, professeure en Education, Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brésil. Denise Bergeron, Carole Bohanne, Armel Gardien, Richard Moyon, Nathalie M', VELAMOUNIER, Jeannette VALLANCE, enseignant. Réseau Education sans frontières, France. Alexandre Piètre, doctorant sociologie politique, CSPRP, Université de Paris 7, Ater Sociologie urbaine, Université d'Évry, France. Bernard Ours, anthropologue, France. Dr Marraine ULRICKSEN, médecin, psychanalyste, Montevideo, Uruguay. Dans le volume 7 intitulé Colère, Insoumission, Perspective, un texte de Cornelius Castoriadis et la première contribution ouvre les feux sur le Paris incertain de la Révolution. Depuis quel déplacement, perspective politique, philosophique, épistémologique, la question de la Révolution peut-elle être envisagée comme une question à remettre sur la table de la théorie politique, de la philosophie aujourd'hui? Quels mots, quelle démarche allons-nous inventer après le siècle des révolutions, les implosions, les reculs? Quand la colère vient au secours du droit, on assiste à des renversements de paradigme dans les sciences sociales. En effet, comment le fait de résister au démantèlement des droits, de penser ensemble le droit et la désobéissance, le sujet en lien à la créativité politique bouscule-t-il la pratique et la théorie du droit? Que nous apprennent les écueils d'expérience accumulés dans les pratiques au jour le jour, et dans la durée de la résistance politique? Que nous apprennent des récits de héros ordinaires? Que nous apprennent les artistes? Que nous apprend l'édition militante? Pour construire l'intelligence du collectif, quel rapport construire aujourd'hui entre théorie et pratique pour se réapproprier des espaces intimes et publics d'autonomie dans la construction des savoirs? Autant de questions où suivre les 25 auteurs. Contribution d'Ortrud Aniceoloff, galeriste, Yverdon, Suisse. Aristide Pedraza, syndicaliste, Lausanne, Suisse. Afra Weidmann, militante droits humains, mandataire procédure d'asile, Observatoire suisse de la loi d'asile et des étrangers, Zurich, Suisse. Eminence Maza, fille de réfugiés aérois expulsés de Suisse après 20 ans de séjour de Suisse. Léonard et Bernadette Morand, enseignants, comité de soutien à la famille Maza, Genève, Suisse. Salomé Luz, assistante sociale retraitée, membre Mouvement de la paix, écologie, questions sociopolitiques, Berne, Suisse. Marie-Rose Genoux, religieuse, enseignante, Sion, Valais, Suisse. Olga Gonzalez, docteur en sociologie EHESS, Paris. Janine Altunian, essayiste, traductrice, Paris. Andrés Pérez, Marie-Andrea Pérez González, Maria Idea LIDES, réfugié colombien, Suisse. Alexis Cuquier, édition La Dispute, allocataire moniteur philosophie Université de Nanterre, Paris. Alain Oriot, éditeur édition du Croquant, France. Luis Alberto Restrepo, cofondateur du CINEP, Bogota, Colombie. Jocelyne Haller, assistante sociale, membre de Solidarité Genève, Suisse. Christophe Tafelmacher, avocat et militant, Lausanne, Suisse. Laureline Fontaine, professeure Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, directrice du CRDFE. Bertrand Ogilvy, enseignant, chercheur en philosophie, Paris. Raphaël Ramu, Observatoire Sciences Politiques Société, Université de Lausanne, Suisse. Philippe Schweitzer, auditeur, Université de Lausanne. Dominique Veil, professeur émérite, Université de Strasbourg. Cicéro Egli, artiste plasticien vidéaste, curateur indépendant, Genève, Suisse. Jean-Michel Doliveau, avocat, Lausanne, Suisse. La table des matières des 7 volumes à la fin de chaque volume présente à la fois les textes des actes et la table des matières des archives en ligne. Plénière. Plus interview effectuée sur le colloque par www.savoirlibre.ch. Pourquoi avoir choisi la colère? Colère, courage, création politique, question pour une recherche. Marie-Claire Calloz, Chop.
Direction du colloque, Lausanne 2010. Enseignante et chercheuse en théorie politique et philosophie. Ma colère de femme noire est un marais en fusion au plus profond de moi, mon secret le plus farouchement gardé. Je sais combien ma vie de femme qui ressent les choses avec force est prise dans ce tissu de rage. C'est un fil électrique qui parcourt toute la trame des états émotionnels sur lesquels se base l'essentiel de ma vie. Une source bouillonnante qui peut exploser à chaque instant, bondissant hors de ma conscience comme un feu en pleine nature. Arriver à éduquer au mieux cette colère plutôt la nier, est devenue une des tâches primordiales de ma vie. Sister Outsider 3. La résistance est un refus inconditionnel de l'état des choses, une réaction immédiate à une situation, affaire de justice. Françoise Proust 4. Dédicace. Qui se rappelle encore de la photo de deux petites filles roms noyées, sur la plage de Torre Gavetta au nord de Naples, aux côtés de baigneurs assis tranquillement à 5 mètres de leurs cadavres recouverts de serviettes de plage d'où dépassaient leurs petits pieds, 26/7/2008. Nous ignorons leur nom. Pour les médias, elles sont anonymes. Impossible de prononcer leur nom pour une dédicace. Il faudra pourtant trouver comment elles s'appelaient. Résumé. En partant d'un thème central de la théorie politique et de la vie civique, la pensée et l'action dans le pouvoir, je présente les raisons qui m'ont amené à cette étape de mon travail, à choisir comme point d'ancrage pour le colloque, la colère, pour penser les rapports entre la pensée et l'action dans le pouvoir et à l'envisager en tant que passion politique s'exerçant dans le cadre de la dynamique soumission-insoumission 5. Je présente ensuite 3 embarras, au sens de Socrate. 3 questionnements auxquels je réfléchis depuis plusieurs années et que j'apporte à ce colloque pour la réflexion, sur la politique, le racisme, la guerre. Mettre en rapport la colère, le courage et la création politique permet de dégager une colonne vertébrale pour la politique et la philosophie. Accepter de penser la colère, lutter contre la froide indifférence, l'élaborer en courage et en création politique est à la fois un défi civique, un défi philosophique, un défi de connaissance. On verra des questions que l'on peut poser à la recherche à partir de là. Vie mort de la politique, vie mort de la philosophie, vie mort de la conscience sociale vont ensemble. L'enjeu est la construction d'une philosophie, d'une histoire, d'une mémoire, d'une conscience sociale critique et créatrice. Je la nomme à titre expérimental, l'utopie dystopique d'une réappropriation de la pensée, du langage, des mots, du droit d'avoir des droits Arendt, de la démocratie radicale, imaginaire, projet, forme d'organisation Castoriadis. Cela concerne autant la politique que la philosophie, la théorie politique que des pratiques inventives à la fois professionnelles et civiques. Mots-clés, imagination, passion, colère, pouvoir, pensée, langage, action, soumission, insoumission, égalité, utilitarisme, capitalisme, violence, guerre, destruction, résistance, création politique. Introduction. Les mots colère, courage, proches du mot-cœur, ouvrent une voie à explorer entre passion, pensée et politique. Ils engagent le corps et l'esprit, l'individu et la société, la politique et la philosophie. Une approche en termes de raison détachée des passions et du corps court le risque d'en dénier la complexité, la richesse. La colère, le courage concernent l'espace, l'histoire, l'intimité des corps, l'inconscient, l'espace public, la politique, le respect des faits, la recherche de la vérité 6. Travailler le sentiment de désespérance obscure 7, des naufragés de l'espoir 8, d'impuissance ambiante. Retrouver le désir de la puissance d'agir implique de donner une place à la colère, de pouvoir articuler la colère au courage et à la création politique. Le programme est un défi. Redonner une place aux passions politiques en nous interrogeant sur ce que nous montrent des ambivalences face à la colère. À partir de là, redécouvrir la puissance de l'imagination radicale, de la pensée et de la parole pour transformer la philosophie elle-même, tisser colère et pensée, construire une conscience sociale inscrite dans les corps, dans la matérialité neuve des conditions d'existence, traduisible dans un espace public politique toujours à préserver, à reconstruire. Le réel s'exprime à plusieurs niveaux et de manière complexe, fuyante. Un des défis majeurs de la philosophie et de la politique aujourd'hui est d'accepter la complexité du monde, sa part d'ombre et de lumière, son infinitude, sa finitude, sa fragilité. De refuser la raison étroite, asséchée, utilitariste tentée par la régression anti-lumière menant à des conservatismes dangereux.
Ou alors sa traduction en violence bureaucratique, policière, guerrière d'État et du capitalisme cynique. C'est accepter la condition humaine tragique qui est la nôtre aujourd'hui pour ouvrir des chemins, retrouver l'imaginaire, pouvoir respirer, ouvrir l'horizon à de nouveaux champs de réflexion. Retrouver une pensée imaginative et passionnée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'implique une lutte contre les forces identitaires, l'utilitarisme, les forces guerrières? C'est ruser avec l'adversaire en face et en nous pour ouvrir les portes de l'imagination, renforcer la puissance de la raison par la puissance des passions travaillées, refuser la régression à l'enfance et affronter les conflits, notamment autour de la préservation de la planète, d'un cadre politique, de la justice, des droits fondamentaux accessibles à tous est crucial. Comment alors transformer la raison utilitariste, guerrière binaire, identitaire fermée en une pensée passionnée ouverte à l'incertitude, en construction, qui intègre les passions de l'ombre, le mouvement des pieds 10 et de la pensée et à partir de là, retrouver des idées régulatrices ancrées dans le bien commun, les droits fondamentaux? Nous sommes à la recherche d'une ontologie sociale historique, Spinoza, Castoriadis, Deleuze, du devenir, de la relation, qui refuse toute forme d'essentialisation, de naturalisation des faits sociaux. Nous sommes à la recherche d'une anthropologie politique, d'une philosophie de la pensée passionnée, du courage et de la création politique, de protagonistes différents, d'un cadre qui problématise l'État, de modes d'organisation pour vivre et penser nos colères en ce début de XXIe siècle après les tragédies du XXe siècle, leur genèse et leur suite. Nous avons besoin de les transformer par la pensée et l'action. Pour passer de la colère au courage. Du courage à la politique aux frontières de la démocratie. Notre passion, notre lucidité, notre courage se trouverait-il dans notre capacité de refuser l'assèchement utilitariste, technique de l'activité de pensée 11, dont se nourrit l'indifférence, le consensus cynique autour de la guerre, les prisons de l'ambiguïté, de l'ambivalence. Nous avons besoin de nous réapproprier la puissance d'imaginer, de penser. De nous réapproprier l'invention démocratique dans sa radicalité, selon les termes de Castoriadis. La philosophie est née en même temps que le germe de la démocratie en Grèce, pour ce qui est de l'Occident, a-t-il aussi souligné. D'accepter de voir les spectres irrationnels dans l'ombre de nos colères 12, pour les transformer en gestes, en paroles, en puissance partagée d'action en devenir. D'assumer notre condition politique tragique en conjuguant colère, courage, création politique et civilité. Pour introduire la réflexion sur la colère, puissance vitale, arrachement qui interpelle, suivons la philosophe Françoise Proust XIII quand elle pose le fait qu'il existe un lien entre la colère, le courage et la résistance. Vue depuis la question de la justice, elle dit que le lien entre la colère, le courage, la résistance est d'ordre civique. Avec les moyens, l'imaginaire, la pensée, les concepts, les théories, les outils qui sont les nôtres, tout en résistant, il est possible d'imaginer un autre monde que celui que nous avons devant les yeux. Comme Ulysse, il est possible d'être sourd au chant des sirènes de l'obéissance, du mensonge, du déterminisme, des catastrophismes de tous ordres 14, des pensées asséchantes, des philosophies guerrières. Il est possible de ne pas accepter les préjugés, l'idéologie qui nous cache la violence. De ne pas nous perdre dans la confusion. En portant une attention particulière aux conditions matérielles d'existence, de construction de la théorie, de la politique. Travailler les ambiguïtés, les tabous, les résistances pour comprendre ce qu'ils nous montrent, contradictions, illusions redoutables, limites, puissance, horizon. Trouver des clés pour ouvrir des serrures 15. Aux côtés de la clé colère et courage, une autre clé fournie par Castoriadis est celle de la création politique. Apprendre les chemins de la ruse pour durer, s'arracher au mythe de la discipline et du consentement, à l'ivresse d'une utopie révolutionnaire acritique. Rester en éveil 16, identifier ses faiblesses, identifier sa propre puissance. Les mesurer, les partager avec d'autres. Leur trouver un cadre, un espace, une histoire, des limites. Savoir le plaisir à chaque pas gagné. On aura compris qu'il n'est donc pas dans mon propos ici de faire un état des lieux complet sur la genèse des passions politiques, du courage dans la tradition philosophique, ni d'écrire un traité des vertus sur le courage. L'objectif plus circonscrit est de repérer des nœuds d'ambiguïté, de difficultés, de contradictions, pour formuler des problèmes,
ouvrir des pistes de recherche et de réflexion civique en prenant en compte l'histoire, les institutions et les passions politiques 17, en tant qu'elles sont à la fois partie de l'action, vita activa et passion souffrante, pâtir. À ne pas opposer. Le champ est celui de la théorie politique, de la philosophie pour des savoirs se développant dans des démarches interdisciplinaires et interexpériences. Le cadre de la réflexion est celui de la pensée et l'action dans le pouvoir. Il s'agit en effet d'envisager à quelles conditions il est possible de ne pas opposer pensée et action, théorie et pratique sans recul critique dans l'exercice du pouvoir à tous les niveaux, dans tous les statuts, mais plutôt de travailler sur des difficultés et des contradictions expérimentées sans en dénier la complexité. L'ancrage de la colère est envisagé depuis la dynamique de soumission, insoumission et de la création politique. Comme l'a amplement montré Françoise Proust, lectrice de Spinoza, Freud, Foucault, le mot de résistance contient un double mouvement négatif et positif, résister contre, résister pour, pas forcément contradictoire. La résistance est le nom de cet agencement à la fois compact et fissuré, de ce dispositif stratégique où les puissances jouent obscurément et librement à la fois avec et contre d'autres puissances. 18. L'accent mis sur la création politique par Cornelius Castoriadis dans son œuvre déplace la dualité en éclairant ce que le monde a d'inachevé et d'ouvert, d'incertain. Dans d'autres contextes, le mot révolution exprimait le désir, le projet de création politique. On verra plus loin des raisons qui inhibent, compliquent la pensée de la révolution, rendant l'usage du mot difficile aujourd'hui, tout en pointant des difficultés qui concernent le projet d'un cadre politique, d'une grammaire, d'une typologie des passions inscrites dans la refondation d'un projet de création politique. Pour situer concrètement le colloque, rappelons tout d'abord que des apports ont été fournis par les plénières sur les thèmes suivants. Globalisation, transformation du pouvoir et de la guerre 19, situer la colère en tant que passion politique, penser sa pratique, sa vie, soumission, insoumission. De la peur 20, de la haine, de l'ambiguïté au conflit. Colère, haine, peur et création politique, quels impératifs, ouverture, propositions? Des terrains concrets d'observation, d'analyse ont été choisis. La guerre et le pouvoir en transformation, femmes, rapports sociaux de sexe-genre, migration, droit d'asile, exil, politique du travail et du chômage, colère, pensée, politique, professionnelle, résistance, lutte entre résistance et création démocratique. Ce rappel est utile pour situer la réflexion philosophique transversale présente, sorte de colonne dorsale du colloque. 1. Pourquoi en suis-je arrivé à choisir la colère? Concernant la théorie politique, mon choix de prendre comme point d'ancrage la colère est venu d'une simple observation du monde dans lequel je vis et de mes propres colères. D'une volonté de sortir du terrain manipulé de la peur et de la haine. Entre 1980 et aujourd'hui, le conflit permanent entre mon activité de citoyenneté dans les politiques d'immigration et du droit d'asile en Suisse et en Europe, et mon activité académique et de recherche a été souvent un motif de colère. Le point de départ théorique, qui a éveillé ma curiosité sur la colère, a été un texte fondateur d'une sociologue, Colette Guillaumin, qui a travaillé sur le racisme moderne et le sexisme, Femmes et théorie de la société, remarque sur les effets théoriques de la colère des opprimés 21. Pourquoi la colère dans un texte de sociologie traitant de théorie? Ce texte m'a engagé à observer des faits sociaux, des discours, des textes théoriques avec un autre regard, une autre position. Les autres travaux de Colette Guillaumin 22, les mémoires de Frédéric Douglas 23, les travaux de Monica Wittig 24, de Nicole-Claude Mathieu 25 et de Paola Tabet 26 ont éclairé la lecture et la compréhension du texte de la sociologue. Une telle lecture a fait suite à mon travail philosophique sur l'œuvre de Castoriadis et la puissance de l'imagination radicale. Une thèse sur Hannah Arendt, à partir des 100 États, de la place de l'impérialisme dans son œuvre, de la découverte de ses notions de human superfluity et du droit d'avoir des droits, m'a montré l'exigence de repenser radicalement la citoyenneté et la citoyenneté transsexiste et transnationale. La lecture d'Arendt m'a permis de saisir l'importance de l'appartenance politique basée sur le droit d'avoir des droits, et des interrogations redoutables liées à la guerre totale, à la violence extrême au XXe siècle, de donner une place à la pensée et au jugement étroitement liés au courage dans une philosophie de la politique. La lecture de Castoriadis m'a fait découvrir la place de l'imagination, de la création, de l'autonomie 27.
Ce qu'implique pour le renouveau philosophique et politique, le projet démocratique pris dans sa radicalité révolutionnaire. En bref, ce qui m'a interpellé dans l'article de C. Guillaumin, les travaux d'Arendt et de Castoriadis a un lien direct avec la théorie politique et la philosophie. Ni la théorie ni la philosophie ne sont neutres, détachés du monde, de l'histoire, de l'espace, des rapports de pouvoir, du corps, de la matérialité de l'activité de pensée liée étroitement à la matérialité des conditions d'existence. La théorie n'est pas séparée de la politique, de la pratique, de l'expérience, de la matérialité de monde. Comme les outils et les armes, Paola Tabet, la connaissance est aux mains des dominants. Il est difficile aux dominés de construire une conscience sociale de leur situation. Il est pourtant erroné d'interpréter leur silence comme une servitude volontaire, un consentement de l'esclave à la domination du maître 28, explique Nicole-Claude Mathieu dans son texte, livre 2. La colère des opprimés ES, qu'elle soit cachée 29, une insurrection silencieuse 30, une indignation 31 ou une furie explosive 32, nous disent ces travaux, concernent les conditions matérielles d'existence, les tendances sécuritaires et disciplinaires dont nous parle Michel Foucault et de nombreux textes sur les politiques migratoires, du travail, du chômage, etc., qui pèsent sur les conditions de vérité et de liberté. La colère a des effets sur l'élaboration théorique, sur la réflexion philosophique. De là découle une autre exigence. L'exigence de réflexivité critique sur son propre statut, sa position, les conditions institutionnelles, matérielles de son travail, le langage, l'idéologie dans les rapports de pouvoir. À partir de là, nous sommes donc invités par Colette Guillaumin à prendre en compte une passion politique, la colère, exprimée par des opprimés ES depuis la place qu'ils occupent dans le pouvoir, dans ses effets sur la construction théorique. Dès le départ, il s'agit de prendre en compte, exigence épistémologique, méthodologique, l'inégalité des rapports de pouvoir et notre propre position matérielle dans ces rapports. Sous peine d'une distorsion du regard amenant des lacunes, des manques, des trous, des erreurs dans les démarches, les résultats théoriques et aussi de basculement dans la violence aveugle avec des conséquences incalculables depuis ce que nous a appris le XXe siècle, nous dit Arendt. Colère de qui et pourquoi d'une part, décrite par qui, pour qui, comment, pourquoi. Ces questions construites infiniment dans le travail théorique et la théorie elle-même, sont donc les questions à poser au départ de toute démarche de recherche articulant terrain et concept, expérience et description-interprétation, débat. 2. Première question de l'expérience immédiate. Expérimentons-nous la colère et les résistances à la voir en face dans nos courtes vies, dans notre travail? Est-ce du dépit, de la rage, un mouvement de survie? Dans quelles circonstances et avec quels effets à la fois intimes et politiques? Comment certains d'entre nous, d'engagés sont devenus enragés? Comment pris au jour le jour entre soumission et insoumission, vivons-nous nos colères? Où l'observons-nous dans les rapports de pouvoir? Quel statut? Quelles conditions d'expression et d'élaboration lui donnons-nous en tant qu'individu et que collectif? Enchaînement de passions politiques. Quel lien entre la colère et la haine, la violence, la guerre? Quel lien entre colère, pensée, politique? Prise entre populisme, résistance et création démocratique? Qu'est-ce qui fait pencher la balance de la colère du côté de la destruction ou de la création politique? À quelles conditions une colère aveugle, irréfléchie peut se penser? Comment une colère légitime peut se contenir? Comment une colère légitime peut se transformer en acte créatif? Les passions politiques sont un des nombreux terrains de recherche de la théorie politique, de la philosophie, de la politique. La colère, passion ambivalente, a-t-elle une place dans les passions politiques? Quelle place a-t-elle dans la tradition, la philosophie, les divers domaines des savoirs? Qu'est-ce qui la distinguerait ou la rapprocherait de l'indignation? Comment l'étudier en intégrant les tragédies, les ruptures de l'histoire, la violence et la finitude à la fois humaine et de la planète Terre? À quelles conditions la colère est-elle une passion politique légitime, dans une perspective d'émancipation? Dans quelles limites une banque de la colère 33 ne serait pas un passé révolu ou l'arme des faibles discrédités, mais une initiative positive pensable pour le présent et l'avenir? La tradition philosophique sur la colère est riche de Sénèque, de Platon, d'Aristote, à Spinoza 34, Montaigne, Marx, Descartes, Hobbes, Rousseau, Hume, Sloterdijk. Pouvons-nous nous contenter d'une économie des passions, traduite notamment dans une banque des passions par Sloterdijk,
d'une géométrie des passions, nous confiner dans un utilitarisme rationnel des passions où seul compte l'intérêt individuel croisant des intérêts privés ou d'État 35 ? Quelle typologie, quelle grammaire des passions politiques, quelle géographie de la colère 36 réinventée à partir de la défense de la vie, du droit d'avoir des droits, Rent, de l'égalité, Balibar. Quelle place occuperait alors la colère dans le renouvellement de la politique et de la philosophie aujourd'hui ? Dans la situation actuelle de production virulente de non-monde, selon Édouard Delruel, comment comprendre les passions tristes, Spinoza s'exprimant dans les luttes identitaires, en haine raciale et nationaliste, en oubli des luttes de classe, en destruction de la nature, en guerre d'anéantissement et les transformer en passions joyeuses, se demande-t-il, livre 3. Ultime question générale concernant la théorie politique. En quoi reconsidérer la colère nous oblige à reconsidérer radicalement à la fois la politique et la philosophie après le XXe siècle ? N'éludons pas les difficultés, nous avertit André Tozzel, qui a relevé dans son texte le défi de repenser la guerre aujourd'hui, livre 1. Quelles sont les articulations entre colère et haine, de classe, raciste, sexiste, antisémite, anti-islam, etc., et entre colère et création politique ? Prolongeons ces questions. Pourquoi notre monde produit-il avec tant de facilité la haine, et lui donne-t-il une si grande puissance apparente alors que la haine est une passion sourde qui tente à détruire la puissance d'agir et de penser individuelle et collective, Spinoza, au moment même où elle paraît dominer ? Inversement, pourquoi la colère retombe-t-elle si facilement, et se trouve-t-elle réduite à l'impuissance en raison de la capacité du système socio-historique à la briser, à l'isoler, à la criminaliser, à la décourager, à la fourvoyer en haine facile à discréditer ? On peut constater que la pensée dominante se fait tôt ou tard pensée de la hiérarchie. Tout en refusant l'accès à la pensée, elle stigmatise alors la colère des dominés comme ressentiment et envie, Nietzsche. La soumission succéderait alors au ressentiment, à l'échec ou à l'avortement de l'insoumission, dont le visage a été celui de la colère. 3. Oser voir et penser la colère. La colère comme la guerre est une sorte de tabou. Oser imaginer, penser, écrire, débattre de la colère serait une traversée dangereuse menant aux profondeurs de l'irrationalisme, à la guerre civile, au nihilisme destructeur, à la mise en cause de la raison et de l'ordre fragile du monde en banalisant la violence. Méfiance vis-à-vis de ce que les anciens Romains ont appelé une courte folie, qui peut nous saisir, vis-à-vis d'une passion déplacée, incongrue et surtout excessive. Si les autres passions se montrent, la colère éclate, Sénèque 37. À travers la longue histoire humaine, la présence, le sens de la colère fluctue. La philosophie, la psychanalyse, le droit et les sciences sociales dans leurs courants dominants ont un rapport ambivalent à la colère. Malaise, contention, interprétation autour de l'agressivité, du déferlement incontrôlable, du sadisme, du masochisme. La colère est alors discréditée d'emblée plutôt qu'explorée. Ambivalence devant la peur que la colère sorte de ses gonds, perde dans un flux de violence ce pourquoi elle s'exprime. L'injustice, l'humiliation, les souffrances, l'âpreté des luttes, l'inégalité. Alors pour ne pas laisser exploser la colère, la rage, la fureur, une voie possible de solution serait de ne pas la voir ni même de la nommer pour la refroidir, en clair ne pas l'imaginer, ne pas la voir, ne pas la penser, au risque de discréditer celles et ceux qui la vivent. Si elle éclate quand même, il s'agirait de lui opposer la force instrumentale de la répression, de la disqualification pour imposer la modération, l'obéissance, le consentement, la soumission. Dans le sens commun et la science, une telle résistance à voir des faits, le déni de la colère serait-il une manière de la contenir au tréfonds de l'intimité inaccessible très loin de tout espace politique ? De l'effacer, de la faire disparaître, de la retourner en syndrome psychique de dépression, d'autodestruction, de maladie 38, en appelant simplement à la raison instrumentale sécuritaire et à l'acceptation du monde tel qu'il est ? Difficile d'en rester au remède de la raison raisonnante et à la force instrumentale, de la logique utilitariste, du confinement dans une intimité fragilisée pour faire plier devant le réel. La raison et la force ne sont pas des outils neutres. La colère concerne le corps et l'esprit, l'imaginaire, l'inconscient et la conscience individuelle et sociale, les outils, le langage, la justice, le conflit. Elle redonne corps au corps. Cri au cri. Avant les mots, par le corps, elle peut trouver le chemin du désir d'étonnement de parole.
Elle peut transformer la raison asséchée en pensée passionnée. Avant les mots par le corps, elle exprime un désir matériel de vie, de justice. Le plus souvent, une expérience d'injustice couverte par l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation de la raison déclenche la colère, la furie 39. La colère, recherche aveugle de liberté, de justice, est un mouvement de survie 40 pour retrouver la vie pleine. Explosive ou sourde, elle a le mérite d'exister, de se manifester dans l'ombre ou la lumière. Elle permet de durer, de tenir, et même d'être tuée mais pas vaincue 41 selon le terme de Montaigne. Elle concerne l'individu, la société. On ne se met pas en colère tout seul devant sa glace. Isolée dans l'explosion ou l'implosion du corps, elle conduit à l'impuissance et au désespoir. La colère a besoin de la liberté et de la pluralité. Pour apparaître en pleine lumière 42, pour avoir la chance d'être vue, entendue, analysée, la colère de tout individu a besoin de devenir visible pour d'autres individus dans l'espace public. Pour prendre sens, être un exercice de liberté et de pluralité, la colère a besoin d'être transformée politiquement et philosophiquement. Elle a besoin du courage pour que soit pris le risque d'être manifestée, élaborée, transformée, partagée. Mais la vertu du courage existe-t-elle encore ? La désaffiliation, le fait de perdre le droit d'avoir des droits, fait franchir le seuil mélancolique de la dépression, avec l'érosion de soi, l'épuisement dans la guerre économique pouvant aller jusqu'au suicide 43. Perte du travail, de la vie. Le BIT, l'OMS ont décrit le passage des malades physiques aux maladies psychiques du travail dans le monde comme un fait préoccupant. On assisterait à l'instrumentalisation, au découragement voire à la fin du courage 44, après la fin de l'histoire Fukuyama, qui ne serait finalement que l'envers de la colère, son engloutissement dans une apparente passivité amorphe, dans une dissolution de la puissance de l'être dans le néant ? Les conditions matérielles de travail et l'ambivalence face à la colère indiqueraient-elles la fin du courage, et donc l'impossibilité que la colère s'exprime et se transforme ? Ne serait-elle pas aussi un indicateur d'embarras, de questionnement majeur concernant la politique et la philosophie méritant d'être pensée, débattue, élaborée ? Vouloir refonder la politique implique le courage intellectuel et politique de travailler les résistances à voir, à nommer, à identifier, à situer une passion politique trouble. À aiguiser notre curiosité et notre jugement sur une apparente passivité amorphe, les raisons d'un lourd silence des dominés trop vite interprétés en termes de consentement à l'oppression 45. Elles risquent de nous faire l'économie d'un étonnement radical face à l'indifférence. Penser les articulations, les tensions, les passages, les frontières entre la colère, le courage et la création politique est nécessaire pour construire une conscience sociale et un projet politique et philosophique. En définitive, une telle transformation vise à inscrire dans la politique et la philosophie la possibilité de la puissance du devenir, du commencement dans la vie plutôt que dans la mort, le néant. Considérons alors 3 embarras, 3 questionnements que je désire intégrer aux réflexions du colloque. J'évoquerai aussi brièvement une question, celle du cadre politique, de l'État, sans pouvoir la prendre en compte ici. 4. Premier embarras. L'omniprésence du soleil noir de la haine et ses effets. Une étrange proximité entre la haine et la colère existe qu'il s'agit d'interroger, nous dit une féministe noire américaine. Quand on est en colère, il est facile de haïr, et de projeter sa rage, là où les rapports de pouvoir le permettent aux dominés, contre les sans-pouvoir, les dominés, les faibles. La solidarité n'est pas un fait naturel. En lisant les extraits du texte de Sister Outsider, livre 3, sur la haine et la colère, on apprend que la haine est le désir de mort, que celui qui est haï lit dans les yeux de l'autre. Il suffit de lire son anecdote d'enfant de 5 ans dans le métro à New York. On apprend que le courage aide à se maintenir en vie. On apprend que les préjugés courants sur la colère sont qu'elle est inutile et destructrice, alors que ce n'est pas la colère mais la haine qui détruit, que la colère maintient en vie, qu'elle est donc plus utile, car elle aide à clarifier les différences, mais qu'elle est aveugle et n'a pas de hur et peut détruire le passé. Qu'elle a besoin du courage pour se transformer. Et que la question concerne à la fois le sujet individuel et la politique. En clair,
L'étrange proximité ne peut être dépassée que par la pensée critique construisant la conscience sociale conjointement à des déplacements contribuant à clarifier un projet politique global d'émancipation. Le premier embarras concerne, non tant la proximité de la haine et de la colère, que l'omniprésence du soleil noir de la haine sur le terrain politique. Ne faut-il pas aujourd'hui parler de la colère plutôt que de la haine, pour travailler les passions politiques ? La haine est observable sur le terrain de la migration devant des passions identitaires occupant les scènes électoralistes et médiatiques au nom de la sécurité. Peur, haine, leur proximité et l'ambiguïté des acteurs sociaux à leurs propos. La haine n'est pas le fait des seules classes populaires. Elle est manipulée par les élites 46, les déclarations pseudo-scientifiques de hauts fonctionnaires 40. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.